Donc c'est le Oliver Twist de Charles Dickens, le livre de poche jeunesse, texte abrégé. Chapitre 1 traite des circonstances qui entourèrent la naissance d'Oliver Twist et d'événements marquants de son enfance. Parmi les divers établissements publics d'une ville dont pour diverses raisons, je préfère taire le nom et à laquelle je ne donnerai pas un nom fictif. Il en est un que possèdent bien d'autres localités, petites ou grandes, le dépôt de mendicité. C'est là que naquit le petit spécimen humain, dont le nom figure en tête du présent chapitre. Longtemps après qu'il fut introduit dans ce monde de douleur par le docteur municipal, on pensa qu'il ne vivrait pas assez longtemps pour porter un nom. Dans ce cas, ce livre n'aurait peut-être jamais paru, ou alors en se limitant 2 ou 3 pages. Il aurait eu le mérite d'être la biographie la plus vraie et la plus concise dans la littérature de tous les temps et de tous les pays. Même si je n'ai pas l'intention de soutenir que c'est une chance extraordinaire de naître dans un dépôt de mendicité, je dois pourtant dire que, vu les circonstances, c'était la meilleure chose qu'il pouvait arriver à Oliver Twist. Le fait est qu'on éprouva beaucoup de difficultés pour le décider à se mettre à respirer, ce qui constitue un exercice fatigant, certes, mais nécessaire. Pendant un certain temps, il resta étendu sur un matelas de laine grossière, comme posé en équilibre instable entre ce monde et le prochain, la balance penchant fortement pour ce dernier. Si, pendant ce court moment, Oliver avait été entouré de grand-mères et de tantes angoissées, de nourrices qualifiées et de médecins, il aurait été perdu en un clin d'œil. Comme il n'y avait là personne d'autre qu'une vieille pauvresse, qui n'y voyait pas clair parce qu'elle avait trop bu de bière, et un docteur mal payé, Oliver et Dame Nature réglèrent la question en tête à tête. Le résultat fut qu'au bout d'un moment, Oliver éternua, respira et annonça à ses compagnons du dépôt de mendicité qu'un nouveau fardeau venait d'échoir à la charge de la paroisse en poussant un cri étonnamment puissant. À ce moment, la couverture rapiécée qu'on avait jetée sur le lit s'agita doucement. La figure blême d'une jeune femme se souleva sur l'oreiller et demanda d'une voix faible : « Laissez-moi voir l'enfant avant de mourir. » « Oh, il ne faut pas parler de mourir, » répondit le docteur. « Pas déjà. » « Pour sûr que non. Dieu la bénisse, le cher cœur, » ajouta la grande malade, en remettant une bouteille verte dans sa poche. « Pensez plutôt à ce que c'est d'être mère, ma petite dame. Il y a un petit agneau aussi. » Cette perspective de bonheur maternel ne produisit pas les effets escomptés. La malade secoua la tête et tendit les mains vers son enfant. Le chirurgien le lui mit dans les bras. Elle appliqua ses lèvres froides sur le front de son petit, puis elle promena autour d'elle un regard hagard, frissonna, retomba en arrière sur l'oreiller et mourut. Ils lui frictionnèrent la poitrine, les mains et les tempes. Mais le sang s'était arrêté de circuler pour toujours. « Tout est terminé, Madame Machin, » dit finalement le docteur. « La pauvre chérie, » dit la garde en ramassant le bouchon en liège de la bouteille verte qui était tombée sur l'oreiller alors qu'elle se baissait pour reprendre l'enfant. Pauvre agneau aussi. Il était probable qu'il serait agité, dit le docteur en enfilant ses gants. Donnez-lui un peu de cruau, s'il crie. Il mit son chapeau et, marquant un arrêt près du lit, alors qu'il se dirigeait vers la porte, il ajouta : « C'était une jolie femme. D'où venait-elle ? » ?»« On l'a ramenée hier soir, couchée dans la rue. Qu'elle était, et sûre qu'elle avait marché, car ses chaussures étaient toutes usées. Mais savoir qu'elle venait et où ce qu'elle allait, ça, on ne sait pas. » Le docteur lui leva la main droite. « La vieille histoire, dit-il. Elle n'a pas d'alliance, je vois. Bonsoir. »
le docteur alla dîner, et la garde, après s'être adressée une nouvelle fois à sa bouteille, se mit en devoir de vêtir l'enfant. Enveloppé dans la couverture qui, jusqu'alors, avait constitué son seul vêtement, Oliver pouvait encore passer pour le fils d'un grand seigneur, comme d'un mendiant. Mais aussitôt qu'il fut enveloppé de la vieille robe de calicot, qui avait jauni à force de remplir cet usage, il fut équité instantanément, enfant assisté par la charité publique, orphelin de l'hospice promis au mauvais traitement, aux rebuffades, aux gifles, au mépris de tout le monde, à la pitié de personne. Oliver criait, s'il avait pu savoir qu'il était orphelin, abandonné à la tendre compassion des bedeaux, des surveillants et autres bonnes âmes, peut-être aurait-il crié encore plus fort. Pendant les 8 à 10 mois qui suivirent, Oliver fut élevé au biberon. L'état précaire du pauvre orphelin fut signalé par les autorités du dépôt aux autorités de la paroisse. Les autorités de la paroisse demandèrent aux autorités du dépôt s'il n'y avait pas un élément féminin qui pourrait procurer à Oliver la nourriture dont il avait besoin. Les autorités du dépôt répondirent humblement qu'il n'y en avait pas. C'est pourquoi les autorités de la paroisse décidèrent qu'on l'enverrait dans une succursale de dépôt, où 20 à 30 autres petits contrevenants à la loi sur les pauvres passaient la journée à se traîner par terre, sans devoir craindre de trop manger, ni d'être trop vêtus, sous la surveillance maternelle d'une vieille femme, qui recevait chez elle ses petits coupables, moyennant 7 pence et demie par petite tête, et par semaine. 7 pence et demie de nourriture par semaine. Cela représente beaucoup de choses à manger pour un enfant, assez en tout cas pour lui charger l'estomac et le rendre malade. Mais la vieille femme était pleine d'expérience et de sagesse. Elle savait ce qui est bon pour les enfants. Elle savait encore mieux ce qui est bon pour elle. Si bien qu'elle réservait l'essentiel de l'allocation à son usage personnel, en réduisant les jeunes assistés à une portion encore plus chiche que celle qui leur était allouée au dépôt de mendicité. On ne peut pas escompter qu'un tel système d'élevage puisse donner des produits particulièrement florissants. Pour son 9e anniversaire, Oliver Twist se trouva être un enfant pâle, plutôt court de stature et fort réduit en circonférence. Mais la nature ou l'hérédité avaient placé un esprit vif et solide dans le corps d'Oliver. Grâce au régime frugal de l'établissement, il avait eu tout l'espace nécessaire pour s'y développer à son aise, et, peut-être, Oliver lui devait-il d'avoir pu atteindre son 9e anniversaire. Toujours est-il qu'il avait 9 ans. Il célébrait cet anniversaire au fond de la cave à charbon, dans la compagnie choisie de 2 autres jeunes messieurs qui, après avoir pris part avec lui à une raclée retentissante, avaient été enfermés pour s'être permis d'affirmer qu'ils avaient faim. C'est alors que Madame Mann, la bonne âme de la maison, fut frappée par l'apparition imprévue du bedeau, Monsieur Bumble, qui passait le portillon du jardin. « Bonté divine, c'est vous !» s'écria Madame Mann, en passant la tête par la fenêtre, avec une expression d'extase bien simulée. « Suzanne, fais vite remonter les mômes de la cave et lave-les tout de suite. »« Sur ma vie, que je suis contente de vous voir, Monsieur Bumble. » Monsieur Bumble était un gros homme. Il avait marché, il avait chaud, il était d'humeur exécrable. Cet accueil chaleureux le détendit un peu. « C'est ce que nous verrons, Madame Mann, répondit-il. Je suis venu ici pour un affaire et parce que j'ai quelque chose à vous dire. » Madame Mann fit entrer le bedeau dans un petit salon, au sol carrelé, lui avança un siège et posa sa canne et son tricorne sur la table.
Vous fâchez pas de ce qui... Excusez-moi. Vous fâchez pas de ce que je vais vous proposer, commença madame Mann, avec suavité. Vous avez fait un long chemin, sinon j'en parlerai pas. Accepteriez-vous de prendre une goutte de quelque chose? Pas une goutte, répondit M. Bumble, en secouant la main, dans un geste plein de dignité. Mais si, juste une petite goutte, répliqua madame Mann. M. Bumble toussota. C'est quoi? demanda-t-il. C'est-à-dire que j'en ai pour faire des canards à ces petits anges. Quand ils vont pas bien, répondit madame Mann, en ouvrant un placard d'angle où elle prit une bouteille et un verre. C'est du gin. Vous faites des canards pour les enfants, madame Mann? Bien sûr que oui. Quand bien si ça me coûte cher, je ne pourrais pas les voir souffrir sous mes yeux, vous savez, monsieur. Non, vous ne le pourriez pas, renchérit M. Bumble. Vous êtes une femme humaine, madame Mann. Je bois à votre santé. Et il vida son verre à moitié. Et maintenant aux affaires, dit-il. L'enfant qu'on a baptisé sous le nom d'Oliver Twist a désormais 9 ans. Dieu le bénisse, l'interrompit madame Mann. Nonobstant la récompense promise de 10 livres sterling, qui s'est trouvée portée postérieurement à 20 livres, nonobstant les efforts les plus superlatifs de la paroisse, il a été impossible de découvrir qui est son père, ni même quel était le nom et la situation de sa mère. Comme ça se fait alors qu'il a un nom, ce ptiot. Le bedeau se redressa, plein de fierté, et dit « Je l'ai inventé. »« Vous, monsieur Bumble ?»« Moi-même. Nous donnons des noms à nos recrues, en suivant l'ordre alphabétique. Le précédent, c'était S. Je l'ai appelé Swubble. Lui devait avoir un T. Je l'ai baptisé Twist. Le prochain a été U, Unwin, et le suivant, Wilkins. J'ai des noms prêts pour tout l'alphabet, de A à Z. Vous êtes réellement un homme de lettres, monsieur Bumble. Le bedeau, ravi du compliment, finit son gin à l'eau, puis Oliver est désormais trop vieux pour demeurer ici. Aussi, le bureau a-t-il décidé de le réintégrer à la maison. Je suis venu en personne pour l'y reconduire. Je vous prie de me l'emmener. Je vais le chercher, dit madame Mann, en quittant la pièce. Entre-temps, Oliver s'était vu débarrasser de la couche superficielle de la saleté qui lui encrassait les mains et le visage. Il fut introduit au salon par sa bienveillante protectrice. « Oliver, voudriez-vous venir avec moi ?» demanda le bedeau. Oliver eut envie de répondre qu'il était prêt à aller n'importe où ou avec n'importe qui, mais il vit madame Mann derrière le siège du bedeau, qui lui montrait les poings d'un air furieux. Il comprit tout de suite. « Est-ce qu'elle vient avec moi ?» demanda-t-il. « Hélas, non, répondit le bedeau, mais elle viendra te voir. » C'était une piètre consolation pour l'enfant. Il eut cependant assez de jugeote pour montrer qu'il avait du chagrin à s'en aller. Madame Mann lui donna 1000 baisers, et ce qu'il apprécia plus, du pain beurré, pour qu'il ne semble pas à demi-mort de faim en arrivant au dépôt, sa tranche de pain dans la main et sa casquette d'orphelin paroissial sur la tête. Oliver fut emmené par M. Bumble hors de cette misérable maison où jamais un mot aimable ni un regard attentionné n'était venu égayer la tristesse de ces années d'enfance. Et pourtant, quand la porte se ferma derrière lui, il fut assailli par une terrible bouffée de chagrin. Pour la première fois, son âme d'enfant fut submergée par la sensation qu'il était seul face au vaste monde. M. Bumble marcha à grands pas, le petit Oliver solidement cramponné à sa manche,
trotta à côté de lui, jusqu'à ce qu'il retrouve entre les murs du dépôt de mendicité. M. Bumble le confia à la garde d'une vieille femme, puis, peu après, revint le chercher. Le bureau paroissial voulait qu'il se présente devant lui immédiatement. Il le mena donc dans une pièce aux murs peints en blanc, où une dizaine de messieurs, bien nourris, étaient installés autour d'une table. « Salut le bureau, » dit M. Bumble. Oliver essuya 2 ou 3 larmes qui traînaient encore sur ses joues, et, ne voyant pas de bureau, mais seulement une table, se décida à saluer la table bien bas. « Quel est ton nom, mon garçon ?» demanda un monsieur très gros, assis dans un fauteuil plus haut que les autres. Oliver était affairé de voir autant de beaux messieurs qui l'intimidaient terriblement. Le bedeau lui donna un solide coup de canne par derrière, qui lui fit pousser un cri. Pour ces 2 raisons, il fit une réponse à voix basse et en hésitant beaucoup, ce qui amena un monsieur en gilet blanc à dire qu'il était débile. C'était un très bon moyen de l'aider à se reprendre et à se sentir à l'aise. « Mon garçon, » dit le monsieur assis dans le fauteuil haut, « je suppose que tu sais que tu es orphelin. »« C'est quoi, monsieur ?» demanda le malheureux Oliver. « Tu sais que tu n'as ni père ni mère, et que tu es élevé aux frais de la paroisse, n'est-ce pas ?»« Oui, monsieur, » dit Oliver en pleurant amèrement. « Pourquoi pleures-tu » demanda le monsieur en gilet blanc. Et de fait, c'était bien étonnant. Pourquoi diable cet enfant pouvait-il donc pleurer? Le monsieur assis dans le fauteuil plus haut poursuivit. « Tu es venu ici pour y être éduqué et apprendre un métier utile. Aussi tu commenceras à faire de l'étoupe demain matin à 6 heures, ajouta le monsieur en gilet blanc. Oliver salua bien bas, puis on l'emmena dans une grande salle où, sur un lit bien dur et inconfortable, il sanglota jusqu'à ce qu'il finisse par s'endormir. Belle preuve de la douceur des lois anglaises. Elle autorise les pauvres à dormir. Pauvre Oliver. Il ne savait pas que le bureau venait de prendre ce jour-là une décision qui devait exercer sur sa destinée une influence capitale. Tel était pourtant le cas. Et voici quelle était la décision. Les membres de ce bureau d'administration avaient porté leur attention sur le dépôt de mendicité, et ils s'étaient tout de suite aperçus d'une chose. Les pauvres s'y plaisaient. C'était pour les miséreux une espèce de taverne où petit déjeuner, dîner et souper leur étaient servis gratis, tout au long de l'année. Un petit paradis de briques et de mortier, où l'on n'avait qu'à se distraire sans travailler. « Oh oh !» avaient dit ces messieurs du bureau, « il faut que cela change sur-le-champ. » Ils avaient donc édicté cette règle, que tous les pauvres auraient le choix, car ils ne voulaient forcer personne, entre mourir de faim, petit à petit, s'ils restaient au dépôt, ou tout d'un coup, s'ils en partaient. À cet effet, ils conclurent un marché avec la Compagnie des eaux, pour en avoir des quantités illimitées, et avec un marchand de grains, pour qu'il fournisse de temps à autre d'infimes quantités de gruaux d'avoine. Ils décidèrent ensuite qu'on servirait 3 légères portions de gruaux clairs par jour, un oignon 2 fois par semaine et la moitié d'un petit pain le dimanche. Pendant les 6 mois qui suivirent le transfert d'Oliver Twist, ce système fut appliqué avec une parfaite rigueur. Au début, il fut un peu coûteux à cause de la facture de l'entreprise des pompes funèbres, qui augmenta considérablement, et parce qu'il fallut rétrécir tous les vêtements qui flottaient sur le corps amaigri des pensionnaires. Cependant, le nombre des assistés vivant au dépôt ne tarda pas à beaucoup
diminuer, ce qui plongea le bureau dans le ravissement. L'endroit où mangeaient les enfants était une grande salle pavée, au bout de laquelle se trouvait un fourneau, d'où le chef du dépôt, orné d'un tablier et aidé de 2 pauvresses, tirait le gruau aux heures des repas. Chaque enfant en recevait plein un petit bol, et rien de plus. Ils nettoyaient leur bol avec leur cuillère, ce qui ne prenait jamais longtemps, vu que les cuillères étaient presque aussi grandes que le bol. Puis, il restait assis à fixer le fourneau, avec des yeux si avides qu'il semblait prêt à dévorer les briques dont il était bâti. En même temps, il se suçait les doigts avec énormément de soin, afin de récupérer le moindre éclat de gruau qui aurait pu tomber dessus. En général, les jeunes garçons au bon appétit. Oliver et ses camarades souffrirent longtemps des tourments d'une lente famine. La faim finit par les travailler tellement que l'un d'eux, grand pour son âge, laissa entendre à ses compagnons que s'ils n'avaient pas une portion de plus par jour, il craignait de manger le gamin qui dormait à côté de lui. Il avait l'air si affamé et si sauvage que les autres le crurent sans peine. On tira au sort pour décider qui, le soir même, irait réclamer une portion supplémentaire. Le hasard désigna Oliver Twist. Le soir venu, les enfants prirent leur place. Le chef se posta devant le fourneau. Ses assistantes se rangèrent derrière lui. On servit le gruau. On récita le Bénédicité. Le gruau disparut. Les garçons se parlaient à l'oreille, faisaient des signes à Oliver, le poussaient du coude. Malgré son jeune âge, la faim l'avait exaspéré, et l'excès de la misère le rendait insouciant du risque. Il se leva de table, avança vers le chef, et, son bol et sa cuillère à la main, il dit, quand même un peu inquiet de son audace, « S'il vous plaît, monsieur, j'en veux d'autres. » Le chef était un homme replé et prospère. Il devint néanmoins tout pâle. Pendant quelques secondes, il fixa le jeune rebelle, hébété de surprise. Il dut même s'appuyer au fourneau pour se soutenir. Les assistantes étaient paralysées d'étonnement, les garçons de peur. « Comment ?» dit enfin le chef d'une voix étouffée. « S'il vous plaît, monsieur, j'en veux d'autres. » Le chef du dépôt donna à Oliver un coup de louche sur la tête, le saisit par le bras, le saisit à bras-le-corps et se mit à hurler pour appeler le bedeau. Le bureau siégeait quand M. Bumble, au comble de l'excitation, fit irruption dans la salle de réunion et, s'adressant au président, le gros monsieur, assis dans le fauteuil haut, annonça « Monsieur, je vous demande pardon. Oliver Twist en a demandé d'autres. » Ce fut un sursaut général. L'horreur se peignit sur les visages. « Demandez d'autres ?» dit le président. « Reprenez-vous, monsieur Bumble, et répondez clairement. Dois-je comprendre qu'Oliver Twist en a demandé d'autres après avoir mangé le dîner réglementaire ?»« C'est ce qu'il a fait, monsieur, » répondit Bumble. « Cet enfant-là finira perdu, » dit le monsieur en gilet blanc. Personne ne vint contredire cette opinion prophétique. Une discussion très vive suivit. Oliver fut mis au cachot aussitôt, et le lendemain matin, un avis fut cloué sur la porte, annonçant que la paroisse offrait 5 livres sterling à quiconque voudrait bien la débarrasser d'Oliver Twist. En d'autres termes, on offrait cette somme et Oliver Twist à tout homme ou toute femme qui aurait besoin d'un apprenti pour n'importe quel commerce, besogne ou métier.